Ceci va dans le sens de se prémunir contre les risques de gaspillage. Cependant, l'étude y ajoute la dimension raisonnabilité pour s'affranchir de la menace face à l'instabilité des consciences. Vu sous cet angle, nous avons donc choisi de nous intéresser à ces sujets parce que d'abord, malgré les nombreuses littératures sur la question de gouvernance des entreprises publiques, les chercheurs ne se sont malheureusement pas consacrés au développement de la dimension conscience, élément socle dont les faits constituent une panacée pour garantir l'entreprise contre le risque de mégestion. Plusieurs études se sont limitées juste à poser des diagnostics sur les indicateurs de performance financière en vue d'assurer leur croissance. Rares sont celles qui ont pris en compte et reconnu l'aspect de la raisonnabilité de dépenses comme étant un facteur déterminant de leur réussite sur le moyen et long terme. La scientificité de l'étude requiert qu'elle libère deux intérêts, à savoir l'intérêt théorique et celui pratique. Au plan théorique, l'étude s'est appuyée sur la réflexion de la ligne droite, réseau des stratégies de la droite de France, révélant en 2011 que depuis des décennies, l'État et l'ensemble des fonctions publiques en France vivaient au-dessus de leurs moyens. L'étude conclut en estimant la nécessité de rééquilibrer les comptes publics par une action visant tout à la fois à réduire les structures administratives, à assainir le fonctionnement et à simplifier les missions et autres aspects. Cette réflexion porte à comprendre que ces réseaux de stratégies a planché sur la limitation des dépenses publiques dans le souci d'optimiser le système de gestion de biens collectifs. Notre recherche s'inscrit dans cette logique de limitation des dépenses en y ajoutant la théorie de raisonnabilité comme vertu cardinale à intégrer dans la culture de gouvernance des entreprises publiques d'une part et d'autre part dans le renforcement du contrôle de gestion des entreprises publiques du portefeuille de l'État, les méthodes et outils de structure de surveillance existantes. Au plan pratique, l'étude constitue d'une part une grille de lecture originale sustentant dans son contenu la gouvernance de l'entreprise et d'autre part un outil de gestion axé sur la théorie des raisonnabilités des actes de gestion devant permettre un support requis de la gouvernance d'entreprise au mieux de redressement de cette dernière. Cette étude est également une aide à la connaissance et à la compréhension du manager en tant qu'homme, sa vie sociale et son flair dans la conduite des affaires. Il s'agit dans cette étude de rechercher l'équilibre des dépenses dans les entreprises publiques du portefeuille de l'État pour améliorer raisonnablement la gestion des ressources, aussi bien matérielles qu'immatérielles, afin de garantir une bonne gouvernance. L'examen de cette question a abouti à la conclusion selon laquelle la gouvernance efficiente de l'entreprise publique n'est pas assurée en République démocratique du Congo. L'écart entre la lettre et l'esprit des textes ne fait pas de la gouvernance des entreprises publiques dans ces pays un modèle, car la gouvernance efficiente de l'entreprise publique reste à implémenter et il ne serait pas vain de recourir à une réflexion sur la gouvernance raisonnable
et consciente. Ainsi, notre recherche a poursuivi les objectifs suivants. Primo, procéder à l'analyse aussi bien contextuelle de la norme rationnelle qu'à celle fonctionnelle de la gestion des entreprises publiques, source ou cause de la mégestion des entreprises devenues des canards boités. La nomination politisée des cadres dirigeants. Deuxièmement, effectuer l'état des lieux des secteurs dans lesquels l'État dispose des entreprises considérées comme canards boités. Tertio, dégager le mécanisme de contrôle existant, contrôle judiciaire, contrôle administratif, audit indépendant, etc. La structuration de l'étude est de 2 étapes en termes de parties. Elle part des théories concernant les concepts clés, première partie, des théories explicatives de l'étude consacrée à la théorie des raisonnabilités, des dépenses publiques et de l'expérience empirique des entreprises publiques de la République démocratique du Congo, sélectionnées de 2008 à 2021, seconde partie. La méthodologie sous-tendant notre étude a montré la nature des conclusions auxquelles a abouti la recherche. Nous avons fait appel, pour ce faire, aux méthodes inductives, descriptives et comparatives. Ces méthodes ont été soutenues par les techniques documentaires et de l'enquête fondée sur des questionnaires relatifs aux données de gouvernance et à celles sur rapportant impliquant la dimension des raisonnabilités de dépenses. Les résultats de l'enquête présentée et la discussion y relative ont dégagé quelques exigences, notamment les valeurs morales, le respect des biens publics et le principe de bonne gouvernance, dont l'absence au sein des entreprises publiques est fortement remarquée. Ainsi, les résultats d'enquête ont confirmé que la gouvernance d'entreprises publiques du portefeuille de l'État n'est pas bonne et efficiente. Elle a besoin d'être ressassée pour requéquer les niveaux des entreprises publiques à ces jours littéralement dénués de leurs fonds. Pour se libérer de pratiques prédatrices des ressources publiques, certaines orientations ont été enfranchies, concluant qu'il y a lieu de préconiser une profonde révision ou procédure de pression rigoureuse qui permettent de réduire les allures que prennent les dépenses des entreprises publiques du portefeuille de l'État congolais. Nous avons retenu quelques orientations suivantes en termes de recommandations. Première recommandation, prendre en compte les valeurs fondamentales de management responsable pour permettre aux entreprises publiques du portefeuille de l'État de s'impliquer au principe de New Public Management. Deuxième recommandation, procéder à un réexamen de mission et organisation. Une remise en cause justifiée par la situation inacceptable des entreprises publiques du portefeuille qui ont une pléthore de personnel constitué de militants de partis politiques et ou de membres des familles de gouvernants. Troisièmement, envisager la restructuration des organes de gestion et de contrôle ainsi que de résoudre la problématique de la double tutelle. Quatrièmement, réduire le nombre de ministères à une vingtaine. Cinquièmement, entrevoir une mise en place d'un code de bonnes pratiques de gouvernance. Sixièmement, prévoir une loi votée au Parlement
pour la limitation de rémunérations abusives de mandataires des entreprises publiques. Septième, établir le priorité exigible pour les dépenses des entreprises publiques suivant un plan de trésorerie conscient. Ces recommandations ne sont pas limitatives. Aux recommandations ci-dessus arborées, nous avons pensé aussi à ajouter les pistes suivantes de solutions. Première piste, le gouvernement doit consolider la stabilité politique et la sécurité. Deuxième, l'État devra pleinement jouer son rôle économique et parvenir à réduire la présence des expatriés dans les secteurs stratégiques, notamment le secteur minier. Troisièmement, le renforcement des mesures de recouvrement de recettes et la canalisation vers la caisse de l'État. Quatrièmement, le maniement d'une action décisive en matière de dépenses pour placer la politique budgétaire sur une trajectoire soutenable et le renforcement des capacités de gestion de la dette publique en évitant les risques récurrents des surendettements. Parvenir donc à implémenter ces recommandations, c'est vouloir opérer un choix raisonnable, responsable sur des dirigeants stables, des consciences pour mener à bien une politique économique du pays capable de promouvoir la croissance économique, le développement et le bien-être des populations. Monsieur le Président, distingués membres du jury, l'assistance, ce travail n'a pas abouti sans difficulté. D'abord, pris pour une sorte de réquisitoire ou une diatribe sévère contre les dirigeants nommés, le thème choisi a été très mal accueilli par ces derniers en charge de gouvernance des entreprises publiques et stratégiques ciblées. Il nous a fallu des recommandations pour y accéder. Ainsi, nous ne pouvons prétendre d'avoir vidé la question concernant ces thèmes à cause, entre autres, du choix de celles entreprises publiques du portefeuille de l'État dites stratégiques. Ces choix se justifient essentiellement par la difficulté de recenser l'ensemble des dites entreprises à défaut d'une banque de données dédiée, ce qui peut donner un nombre important de données défaillantes susceptibles d'altérer les résultats obtenus lors de l'analyse empirique. L'impécuniosité, c'est-à-dire le manque de moyens, a été aussi un motif de contrainte dans les cadres de ce travail de recherche dont la portée nécessite une sustentation ultérieure par d'autres qui ambitionneraient d'emprunter la même tranchée. Monsieur le Président, distingués membres du jury, l'assistance, je voudrais vous prier par ailleurs de m'excuser de toutes erreurs de rédaction dans ce travail. Elles sont inhérentes à toute œuvre humaine. Je vous remercie. Où les membres du jury vont faire des observations et poser éventuellement des questions. Je donne la parole au professeur Mokonda.
J'avais d'abord commencé par hésiter. Et puis, après avoir lu le projet et su également que notre jeune collègue, le professeur Bimoila, co-dirigeait le travail, j'ai accepté. Après avoir lu et discuté avec lui du projet de mémoire, des choses que je ne comprenais pas, finalement, je crois que nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur l'essentiel. Donc, au stade actuel, je suis heureux de savoir que Abdallah s'est donné du temps pour réfléchir, pour lire, pour enquêter, pour rédiger. Je félicite aussi le candidat, son âge, sa volonté de s'instruire, de ne jamais s'arrêter à s'instruire. Parce que nous sommes dans un pays où, quand on a un diplôme, on croit qu'on connaît tout. On ne lit plus. On ne fournit plus aucun effort. En ce sens que on a plus de diplômés que de vrais intellectuels. Au Congo, les vrais intellectuels font défaut. Quand j'ai lu la dernière version, celle que nous avons sous les yeux, je me suis rendu compte que, comme il venait de le dire lui-même, aucun travail scientifique n'est parfait. J'ai encore trouvé des observations de forme sur lesquelles je ne vais pas revenir. J'aurai 2 questions, mais avant d'arriver à ces 2 questions, j'ai 2 observations. Si prochainement, M. Abedi fait encore un autre travail, parce que celui-ci, c'est trop tard, il faudrait qu'il accepte de penser aux observations que je vais lui faire. La première observation, quand j'ai reçu la dernière version qui m'a été déposée par un agent de l'Institut facultaire, que je remercie parce qu'il est venu jusque chez moi à la maison. Et je remercie le coordonnateur qui finalement a appelé pour savoir si j'avais effectivement reçu. Et hier, qui a également appelé pour s'assurer que je serai là aujourd'hui. Je n'ai donc pas trouvé une annexe que j'aime toujours trouver. Cette annexe, c'est le questionnaire de l'enquête. Il aurait fallu que, puisque vous avez réalisé une enquête, que vous puissiez mettre dans l'annexe ce questionnaire. Si vous décidez de publier demain ce travail, avant de le publier, il faudrait mettre ce questionnaire. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, je l'ai faite encore il y a une semaine à l'université de Kinshasa, à l'occasion d'une pré-soutenance d'une thèse de doctorat. Et c'est une observation qui est fréquente,
régulière, permanente. Chaque fois que je lis un travail scientifique, chaque fois que je suis sur une page et que je trouve une référence bibliographique, ma réaction, c'est toujours d'aller dans la bibliographie et de voir si l'ouvrage ou l'article ou le rapport a été consigné dans la bibliographie. Ça, c'est de un. De deux, j'ai souvent horreur des étudiants, des apprenants qui vous mettent dans la bibliographie des ouvrages qui datent du 19e siècle ou même du début du 20e siècle. Parce que ça fait 40 ans que j'enseigne, je sais que le candidat n'a jamais lu ça. Tout au moins, il n'a pas eu accès à la première source. Pour vous, par exemple, à l'ouvrage de Keynes. Vous n'avez pas eu accès à cet ouvrage-là. Je suis sûr que ce que vous dites de Keynes, vous l'avez certainement trouvé dans un autre document que vous avez lu. J'ai enseigné la méthodologie de la recherche pendant plusieurs années à l'université de Kinshasa et il est souhaitable qu'on renseigne Keynes, mais en disant cité par. À l'avenir, il ne faut jamais oublier ça parce que ça réduit la valeur scientifique d'un travail. Ces observations étant faites, Monsieur le Président, j'ai deux questions. La première a deux sous-petites questions. Prenez votre mémoire à la page 64. C'est le tableau 5 qui s'étend sur les pages 64 et 65. Je n'ai pas compris pourquoi le tableau n'en reprend que 22, pourquoi vous avez laissé tomber les 5 autres, mais soit. Mais de ce tableau, du point de vue méthodologique, vous avez tiré un échantillon de 10 entreprises. Alors, ma question est celle de savoir comment avez-vous procédé pour tirer cet échantillon de 10 entreprises? Ah, c'est la première sous-question. La deuxième sous-question. Puisque vous-même vous dites que vous avez tiré un échantillon de 10 entreprises, je n'ai pas compris pourquoi, finalement, votre enquête proprement dite n'a été administrée qu'à 8 entreprises au lieu de 10. Ah, c'est la deuxième sous-question. Alors, ma deuxième question. Je voudrais savoir, théorie de la raisonnabilité des dépenses publiques et son impact sur la gouvernance efficiente des entreprises publiques du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo. Concrètement, en peu de mots, qu'est-ce que vous pensez que le pouvoir public de notre pays puisse faire prioritairement pour que la prédation que vous avez vous-même relevée puisse s'arrêter, parce que nos entreprises publiques sont très mal gérées. Je suis d'accord avec vous. Il y a peut-être 10 ans,
ou 12, j'étais encore sénateur, j'étais président de la commission d'enquête du Sénat à la SNEL. C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Je disais au Sénat, la SNEL n'était pas gérée. Et j'ai démontré que la SNEL n'était pas gérée. Mais je me rappelle que le président de la République, le président du Sénat m'a dit « Mokonda, faites vite, le président a besoin de ces rapports-là. » Il a suivi ce que vous avez dit au Sénat. Le Sénat a transmis, il n'y a rien. Et aujourd'hui, j'apprends qu'on a arrêté un autre patron de la SNEL parce qu'on le soupçonne de mauvaise gestion. Alors, vous, ce que vous avez relevé est exact. Vous avez fait plusieurs propositions, c'est bien. Mais d'après vous, quelles sont les propositions les plus importantes que vous demandez à l'État d'appliquer pour que l'on puisse changer cet état des choses? Monsieur le Président, j'ai terminé. Ok. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je réponds à la première question. C'est à la page 64, à la page 65. C'est les tableaux des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Ces entreprises ici sont à participation étatique totalement majoritaire à 100%. J'ai travaillé sur les entreprises publiques du portefeuille de l'État qui sont majoritairement, qui ont des actions majoritaires, c'est-à-dire ce sont les seuls actionnaires. C'est actionnaire, c'est ça le 22. Tandis que le 27, si je vais au 27, les autres ne sont pas actionnaires, ne sont pas majoritairement actionnaires. Donc l'État n'est pas majoritairement actionnaire, le 5 restant. C'est ainsi que je me suis évertué à travailler tout simplement sur le 22. Mais compte tenu de moyens, je l'ai épinglé, la situation d'impécuniosité. Ça ne m'a pas permis de travailler sur le 22. Mais bon, j'ai sélectionné 10 entreprises. Et ces entreprises-là, je les ai appelées entreprises stratégiques. Les entreprises stratégiques. De ces 10 entreprises, je n'ai pas pu avoir des données sur les 2 entreprises que j'ai citées. J'ai cité les 2 entreprises. J'ai cité 2 sociétés ici. Société nationale. J'ai cité 2 sociétés dont je n'étais pas capable de pouvoir réunir les données. C'est ainsi que je m'étais limité tout simplement à 8 entreprises stratégiques auxquelles je m'étais vertué pour réaliser ce travail. Et quelles sont ces 2 entreprises, si vous pouvez me les associer avec moi? Je l'ai cité ici. Parce que la plupart de 98, oui. Merci beaucoup. Il s'agit de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrac, et la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco. Ce sont les 2 entreprises dont les éléments ne m'étaient pas disponibles. Alors je n'ai pas pu... En fait, oui. c'est parce qu'il y a eu refus de répondre à votre questionnaire
ou tout simplement parce que dans l'entreprise, ils n'étaient pas capables, ils vous ont reçu, mais ils n'étaient pas capables de mettre à votre disposition les données que vous aviez sollicitées? Le responsable patenté, je ne les trouvais pas. Chaque fois que j'allais pour récolter les données, bon, je ne trouvais pas le responsable le répondant qui pouvait me donner satisfaction. C'est ainsi que, bon, je carrément mis de côté l'éthique. Je vous ai dit que c'était difficile pour moi de pouvoir être accueilli par ces entreprises parce que je parle de la gouvernance efficiente des entreprises publiques, tout ça, ainsi de suite. Ils croyaient que c'est un réquisitoire. L'espionnage, tout ça, ainsi de suite. C'est ainsi que, bon, d'ailleurs, la Cadeco était en voie d'être liquidée. Bon, il ne voulait pas. Oui. Je ne comprends vraiment pas le cas de Sonaïdro. C'est une vieille entreprise qui n'a fait que changer de nom. C'était Petrozaï, après c'était devenu Cohydro, et puis c'est une vieille entreprise. Bon, c'est ça. Moi-même, je remarquais que bon, je ne pouvais pas continuer à les enquiquiner parce que bon, ils n'arrivent pas à me donner les éléments, alors j'étais obligé de déposer. Concernant la deuxième question, elle est très pertinente. Je disais, vous disiez quelle est la recommandation que je peux formuler, n'est-ce pas, à l'État, donc au gouvernement, concernant la théorie de raisonnabilité. C'est que je peux demander au gouvernement, parce que bon, cette théorie a été élaborée sur la base. Oui. Je vais tout droit au but. Supposons que demain, le président Tshisekedi vous désigne ministre du portefeuille. C'est vous qui venez de faire une étude sur les entreprises du portefeuille. Par quoi allez-vous commencer? Voilà le sens de ma question. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi me désigne ministre du portefeuille, en tant que, de par ma profession, je vais d'abord commencer à faire un état des lieux de ce ministère. Il faut que je fasse une radioscopie de ministère du portefeuille. Donc c'est pas un outil que vous allez commencer? Oui, j'ai fait la radioscopie, j'ai fait l'état des lieux de ce ministère. Et bien, après, je vais proposer, par exemple, un examen révisoral, c'est-à-dire l'audit. Alors, je vais constater, à l'issue de cet audit, sur base des recommandations que je vais devoir formuler, alors je pourrai trouver des solutions. Mais bon, je voulais aller d'abord dans le sens de ce que vous avez dit avant, la théorie de raisonnabilité. J'étais en train de dire que cette théorie devait être élaborée sur la base de conscience. Sur la base de conscience, mieux sur la stabilité de celle-ci. Si la conscience est stable, on va devoir positiver, c'est-à-dire optimiser le système de gestion de biens collectifs. Parce que pour l'instant, tous les gestionnaires des entreprises publiques ne sont pas stables de conscience. Parce qu'ils ne sont pas stables de conscience, ils considèrent les entreprises comme étant proie à la prédation, un bien sans maître. Donc il faut, n'est-ce pas, opérer un choix pour pouvoir nommer, n'est-ce pas, les gestionnaires dans les entreprises de l'État. C'est ce que je recommanderais au gouvernement. Il faut opérer un choix
un choix judiciaire, voir si telle ou telle personne est stable de conscience pour pouvoir bien gérer les entreprises de l'État. Parce que bon, c'est un bien collectif, c'est un bien qui nécessite vraiment une raisonnabilité de pensée. J'avais trouvé quelque chose dans le mémoire qui m'avait beaucoup, que j'avais beaucoup apprécié. C'est le fait que vous ayez dit quelque part qu'il manque en République démocratique du Congo un code d'éthique pour les mandataires publics. Et qu'on utilise tout simplement... comment vous... Il y a un décret qui a été décidé comme code de conduite. Voilà, code de conduite de... l'entreprise publique et les établissements, tout simplement. Donc il faut vraiment un code de conduite, un code d'éthique. Il faudra qu'on se réfère par exemple à d'autres pays, comme le Sénégal et le Maroc, qui ont les codes de conduite, c'est-à-dire un code de référence. Voilà. Ok, Monsieur le Président, j'ai fini. Ok, je donne la parole. Merci beaucoup, Mon voisin Président. de gauche. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Chez Travail, on a plusieurs fois discuté avec non seulement le candidat, mais on en a discuté aussi avec le professeur Bimoala qui s'est excusé et il est pris dans d'autres tâches. Mais quand on discutait aussi avec le professeur Bimoala, on essayait de réfléchir sur la thématique, mais il s'est posé une question en disant que est-ce que ce que vous relevez dans le dysfonctionnement de nos entreprises publiques n'est pas carrément le reflet d'une crise systémique? Est-ce que les entreprises publiques, comme vous les appelez, les canards boiteux, ne sont pas que le reflet de ce qu'est la société congolaise actuellement? Et c'est là où pour poser ma question, je rebondirai à ce qu'a vient de dire le professeur. Par où commencer? Quel est le point de départ? C'est vrai que vous avez, vous venez d'écorcher une partie de la réponse. Par où commencer pour essayer, tant soit peu, de résoudre cette crise, d'après le prof moi, c'est ce qu'il appelle comme crise systémique, c'est-à-dire le reflet du recul même de notre société tout entière. Donc ça sera ma première préoccupation. La seconde, parce que j'en ai que deux, c'est au niveau de l'impact ou des impacts. Parce que nous savons tous que les entreprises publiques de l'État n'effectuent pas des dépenses publiques au vrai sens du terme. Elles ne sont là que pour procurer à l'État les moyens qu'il faut. C'est l'État en principe qui est maître des dépenses. Quel est l'impact qu'il y a dans la raisonnabilité? Quel est l'impact que vous avez trouvé dans vos recherches sur la gouvernance des entreprises publiques du Congo? J'aimerais aussi, je dû d'ailleurs commencer par là, en termes de remarques. Nous avons travaillé avec vous sur les questionnaires. Bon, malheureusement, je crois que j'ai été aussi un peu surpris de ne pas retrouver les questionnaires dans les supports. Mais en fait, nous en avons parlé, il fallait juste peut-être annexer. Et comme ce n'est pas la dernière version, je crois que sur recommandation du professeur Mokonda, on va annexer les questionnaires pour que le travail soit un peu plus consommable. Donc voilà un peu mes deux préoccupations par rapport à... C'est une observation pertinente. Oui. J'étais dans la machine, mais malheureusement, c'est une maîtrise
pas oublié l'annexer. Ça va, on devra le faire. Je réponds à la première question. La première question, ici, cette crise-là, elle est liée à l'homme. À l'homme. Parce que je l'ai dit même au début, quand j'ai expliqué la raisonnabilité, la conscience, tout ça, ainsi de suite, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, à l'école maternelle, les niveaux d'école maternelle, les directeurs de l'école, ils demandent à un photographe de photographier les enfants. Ils demandent au photographe combien ça peut coûter, n'est-ce pas, la photographie pour un élève, un écolier. Le photographe dit, il fixe le prix à 500 francs. Il demande à l'enseignant que le photographe va demander à chaque élève 1000 francs, les doubles des prix. L'enseignant, il dit à l'élève ou à l'écolier que vous allez amener pour votre photo 1500. L'enfant qui est à l'école maternelle va demander à la maison à sa maman que maman, on nous a demandé 2000 francs pour nous photographier, pour avoir une photo passeport. Maman va demander à son mari 2500. Eh bien, le mari, il va donner à sa femme pour l'enfant 2500. Chacun doit récupérer ce qui lui revient jusqu'à arriver au niveau de l'école. Maintenant, quel type d'enfant pour la gouvernance demain? Vous comprenez un peu, c'est l'homme. J'étais à Bretagne, dans les trains, on était en train pour un colloque de l'éducation basée sur les valeurs. J'étais en train de réajuster mon travail, mon exposé. Alors, il y a une dame qui m'a dit, c'est votre première fois d'arriver ici. On était au niveau de Rennes pour arriver à Saint-Brieuc. Il m'a dit, c'est votre première fois d'arriver ici? Je dis, oui. Vous venez faire quoi? Je dis, non, je venais pour un colloque d'éducation basée sur les valeurs. Alors, vous allez exposer sur quoi? Moi, je dis, pendant que je ne lui ai pas encore répondu, il dit, vous allez parler de la raisonnabilité de penser. Je dis, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je lui ai expliqué la raisonnabilité de penser, tout ça, ainsi de suite. Il dit, oh, mais dans votre pays, vous êtes de la RDC, Zaïre, ancien Zaïre? Je dis, oui. C'est là que, je m'excuse beaucoup, c'est là que je ne politise pas mon travail, je suis en train de répondre à la question. C'est là que votre président a été élu au lieu d'être élu. Il a été désigné au lieu d'être élu. Moi je dis bon, je ne sais pas. Il dit oui, on a appris ça. Alors quel type d'homme? On est à l'école maternelle, quand on sera aux humanités, à l'université, vous êtes président de la République, vous allez continuer avec cet esprit. Or l'esprit, c'est la pensée utile. Alors si vous avez un tel esprit, ben, c'est l'hécatombe. Vous comprenez? Donc, il faut choisir quelqu'un à la place qu'il faut. Il faut la conscience. La conscience doit primer sur tout. Il faut choisir quelqu'un qui a de bonnes manières, quelqu'un
responsable, quelqu'un qui a une certaine vertu. Parce que la conscience, c'est la vertu. Pour la deuxième, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, ça va, parce que Oui. vous avez dit qu'on a fait la remarque avec le prof en disant que c'était un problème qui est systémique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au niveau de l'entreprise publique, mais c'est même le reflet de ce que notre société congolaise. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai posé la question pour savoir c'est quoi les points de départ. Je crois que la réponse est ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas consciencieux. Par exemple, depuis 2001 ou 2006, les gestionnaires des entreprises ont été nommés pour assurer l'intérim. Tout le monde était intérimaire. Bon, intérimaire pour faire quoi? C'est pour prendre et partir, on nomme d'autres mandateurs. 3 mois, une année, 4 ans d'intérim, et puis bon, on nomme d'autres mandataires, ainsi de suite. Voilà que bon, c'est un problème de conscience. Un problème de conscience. Voilà. Concernant... Justement. Concernant la question sur l'impact, je ne sais pas si vous pouvez me répéter un peu la question sur l'impact. Les dépenses publiques. Alors, quel est l'impact de cette théorie de raisonnabilité sur leur gouvernance? Oui, je disais dans mon travail ici que l'entreprise publique a une part importante. Donc, la gouvernance des entreprises publiques, la gouvernance en République démocratique du Congo, même dans d'autres pays, la gouvernance a une part importante dans les entreprises publiques. Donc, ces entreprises publiques contribuent de manière substantielle, n'est-ce pas, au budget de l'État. Alors que ces budgets, alors que cette contribution, au lieu de contribuer réellement à ces budgets, mais ça contribue, n'est-ce pas, seulement aux seules institutions qui sont la présidence de la République, la primature, et aussi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Vous pouvez consulter le rapport de l'Observatoire des dépenses publiques. Vous allez vous rendre compte que si je peux vous lire, vous permettrez que je vous lise un peu un extrait du rapport de l'Observatoire de dépenses publiques. Je l'ai ici. Le président de l'Observatoire de dépenses publiques, il déclare ceci. Et le professeur Mouteba, en République démocratique du Congo, les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure et s'aggrave. Selon ces hauts responsables de l'OTEP, de 2018 au 30 juin 2022, les comportements dans la gestion de la chose publique est le même. L'État a dépensé plus d'argent pour les institutions politiques et moins pour les sociales, ou alors une exécution minable des dépenses. Il s'inquiète en effet du manque d'amélioration dans la gouvernance depuis l'alternance au sommet de l'État. De l'ancien régime au nouveau régime, la gouvernance des finances publiques est mauvaise et va très mal au mépris de l'évolution de la pauvreté et du développement social. Santé, éducation, infrastructures routières, le niveau de ces dépenses est resté très faible.
Il ajoute dans ses rapports, le rapport de l'ODEP rapporte qu'il a tracé des cas de grande corruption non contrôlés par les organes de contrôle de l'État et même de la justice. Ce qui représente, selon cette ONG, un manque à gagner d'environ 12 milliards. Les travers des années du régime passé n'ont pas été rectifiés sous la présidence du nouveau régime. La même négligence a accompagné tous les deux régimes, plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour les secteurs sociaux. Pour ce qui est de recettes, l'État est resté dépendant de l'extérieur. Seuls 3 milliards sont mobilisés par an et le dépassement des dépenses des institutions et ministères sont légion. Pour l'ODEP, la présidence de la République et la primature sont restés en tête des institutions publiques. Voilà. Donc, si vous interrogez, n'est-ce pas, le rapport de l'ODEP, ça va vous dire cela. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Candidat M. Abeli pour la qualité de son travail. Je regrette tout simplement que le travail m'est arrivé tard. C'est en quittant la maison pour l'UVB que j'étais en train de lire ça dans le véhicule. C'est un travail très intéressant. Je vais vous poser peut-être 2 ou 3 questions, mais je vais vous faire peut-être 2 ou 3 observations sur la forme. Excusez-moi parce que bon, c'était mémoire, hein, donc s'il y a des observations, il faut les faire. Je suis à la page 8. Vous parlez des hypothèses de la recherche. Le deuxième paragraphe, qui commence par notre étude tient à la recherche, la dernière phrase de ce paragraphe, dans cette logique, l'attention du gouvernement devra être concentrée sur les ennuis dus à la prédation. Ainsi, il doit penser ainsi de suite. Moi, je considère ça comme des recommandations qui n'ont pas de place dans cette partie de l'hypothèse introductive. Je considère ça comme des recommandations. Il doit penser, donc c'est le gouvernement qui doit penser à tout ça. Pour moi, je considère ça comme des recommandations qui n'ont pas de place dans la partie introductive. Veuillez noter, il a raison. Je suis à la page 9. La page 9. Le point 4, objectif de la recherche. On est souvent habitué dans les objectifs. Il y a un objectif général, il y a des objectifs spécifiques. Ici, apparemment, vous ne précisez pas où est l'objectif général et où sont les objectifs spécifiques. La troisième observation, la première partie de votre travail est intitulée, la première partie est intitulée, c'est à la page 13. À la page 13.
Oui, aperçu conceptuel et soubassement théorique. Alors, quand je passe à la page 35, le tableau 2, évolution des dépenses publiques, pouvoir central de la RDC, ainsi de suite. Mais nous sommes dans la première partie. Ce sont des aspects conceptuels et soubassement théorique. Mais on ne peut pas parler dans cette partie de réalité sur la RDC. Le tableau 2, ce n'est pas théorique, vraiment ça concerne à la page 35 la réalité de la RDC. Donc à mon avis, ce tableau n'a pas de place dans la première partie de votre travail. Elle a une place dans la deuxième partie où vous parlez maintenant de réalité de la RDC, mais pas dans la première partie. Bien. Je suis intéressé dans la partie, le chapitre 5. Méthodologie et résultats de l'enquête. La première question que je voulais, elle a été posée. Vous avez identifié 10, mais en réalité, vous n'avez enquêté que 8. Alors maintenant, ma question, peut-être que vous avez déjà répondu. Comment avez-vous choisi ces 8 entreprises? Peut-être que vous avez... Je crois que vous avez déjà répondu. Vous avez dit, ce sont des entreprises stratégiques. Donc, la question n'a pas de sens. Bien. À la page 92, le tableau 6, hypothèse provisoire. Les hypothèses provisoires. Et le résultat attendu, l'effet attendu, première hypothèse, c'est positif, deuxième positif, troisième négatif, positif, 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 positif. C'est ça, non? Bien. Maintenant, quand j'ouvre à la page 102, tout d'abord à la page 100. Non, à la page 99. Vous avez des questions. À la page 99, questionnaire sur la gouvernance. Et à la page 101, questionnaire, il y en a 8. Et à la page 100, 101, 101, il y en a aussi 8. Est-ce que les questions que vous avez posées, c'est par rapport à vos hypothèses? Parce que les hypothèses, je n'en vois ici que... Attends, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que les questions que vous avez posées, c'est par rapport aux hypothèses que vous avez définies à la page 92? Oui. Ok. Ça va. Donc, il y a deux volets. Il y a deux volets des hypothèses. Oui, c'est ça. Deux volets des hypothèses.
Ah bon, ah bon. Hypothèses concernant les gouvernances et les hypothèses concernant les gouvernances qui impliquent, n'est-ce pas, la gouvernance qui implique la théorie de raisonnabilité. Ça va, d'accord. Bon, je vais revenir. Apparemment, vous avez enquêté 50 cadres, si j'ai bien compris. Quand je vois à la page, si je suis à la page 100, ok. Quand je vois tableau 10, cadre 50, 100. Le tableau 10, vous voyez, cadre 50, agent 50, autre 50, c'est ça. 50, 50, 50. Comment avez-vous choisi ces gens, les 50 là? Comment vous les avez sélectionnés? Bon, là, je suis parti des documents traditionnels. Donc, j'ai envoyé le questionnaire dans ces 8 entreprises. Dans ces 8 entreprises, et bien, au retour, j'ai récolté les réactions de ces différents. Ça tombait 50, 50, 50. Oui, j'ai donné. Bon, je me suis dit, il faudrait que on puisse tout simplement sélectionner 50 personnes pour que ça fasse quand même un échantillonnage plus ou moins raisonnable. Ok. Oui. Maintenant, quand je suis à la page 99. À la page. La page suivante. Oui. La page suivante. Oui. Je vois le résultat. Alors, quand je vois le tableau 11. Tableau 11, synthèse. Oui. Pour la première question, le oui, c'est majoritaire 62%. Oui. Pour la deuxième question, le non, 50%. Donc oui, 50%. Non, 50%. Pour oui, la deuxième question. Je suis à tableau 11. La deuxième ligne. Question relative au point 3.1. Deuxième question. Oui, au tableau. Voilà. La première ligne du tableau. Voilà. On a 93, 40, 17. Oui. 62. Oui, c'est 62%. Oui. Ok. La deuxième question. Non, c'est 50%. Non, c'est 75. Non, c'est 50%. Il faut voir la colonne, La colonne, elle, en valeur relative. En valeur relative. Oui, non, 50%. Ok. Pourcentage, oui. Oui. Troisième question. Non, 60%. Oui. Donc, la deuxième question, c'est la formation élitiste des administrateurs a-t-elle un impact positif sur la création? Sur Oui. la taille. Hein? Oui. Troisième question. La taille incidente. Oui. Voilà. Le non, c'est 50%. Donc, la moitié a dit non. La troisième question. La taille du conseil d'administration a-t-elle une incidence positive, ainsi de suite? Oui. Le non, c'est 60%. Oui. La septième question. La durée des rencontres est-elle nécessaire pour créer la valeur? Le non, c'est 60%. Oui. Alors, quelle conclusion pouvez-vous tirer?
c'est vérifié à partir des résultats, la première partie. Non, 50%. Vous dites, pour la deuxième question, 50%. 60%. Troisième question, non. La cinquième question, 60%. Après, quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces résultats par rapport à vos hypothèses? La taille du conseil a-t-elle une incidence positive sur la performance de l'entreprise publique? Et la septième question, la durée de rencontre est-elle nécessaire pour créer la valeur au sein de l'entreprise publique? L'idée, c'est 60%. C'est ça. C'est ça ici. L'idée, 60%. La conclusion est que, selon les résultats de l'enquête, que l'enquête a estimé que la durée de rencontre a une positivité en faveur de l'entreprise, a une positivité, c'est-à-dire a une valeur, la performance au sein de l'entreprise. Il faudra que la rencontre du conseil d'administration soit le fait de se rencontrer régulièrement fait que l'entreprise ait une certaine performance, ait de la valeur. Également, en ce qui concerne la... Mais là, justement, la réponse des enquêtés, c'est non. Les enquêtés ont dit non, d'après ce que vous avez écrit vous-même. Si vous posez la question, hypothèse 7, la durée des rencontres est-elle nécessaire pour créer la valeur au sein de l'entreprise publique? 60% d'entreprise non. Peut-être que je n'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas compris la question du professeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez proposé la durée n'a pas d'impact sur la durée, n'a pas d'impact. Même si on s'est réveillé pendant 5 minutes ou si on s'est réveillé pendant 1 heure ou 3 heures, n'a pas d'impact. Mais bon, dans les hypothèses, à la page 100, Non, c'est 99. existence en fait, chaque hypothèse était expliquée. Donc, si vous allez à la page 106, à la page 106 et 107, les caractéristiques. La taille. Oui, la taille du conseil d'administration. La taille. À la taille ici, on a dit, ainsi, devant la convergence des résultats concluants, qu'il n'y a pas de lien positif entre la taille du conseil d'administration et la performance de l'entreprise. Allons à la page 102. Présentez le résultat de la deuxième partie. Les questions à la page 101 et les réponses, nous sommes à la page 102. Les questions à la page 101. Et quand vous prenez le tableau 13, la colonne de pourcentage, Oui. presque partout
partout, c'est le nom. Presque partout, c'est le nom thématique. Qui est pris. Sauf la deuxième question. Pour toutes les autres questions, Ce sont les noms. c'est le nom thématique. 80%, 26%, 80%, 80%. 76, 83. Sauf la deuxième question de ces critères sont-ils politisés? Quand vous dites non, 17, oui, donc ce qui fait que tous les éléments de ce tableau disent que tout est pratiquement négatif. Tous les éléments de Pour les questions. disent que tout est négatif. C'est-à-dire que toutes les questions ici ont été considérées négatives, justement. Les critères, la première question jusqu'à 8e question, jusqu'à 2e question, non. Ces critères sont-ils politisés? 83 disent Oui. Oui. Ça veut dire que, en fait, ta préoccupation sur la raisonnabilité démontre que tout ce qui est fait dans les entreprises, il n'y a aucune raisonnabilité. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Parce que les gens disent que la nomination, c'est politisé. Oui. Est-ce que les critères de recrutement, c'est non? Êtes-vous satisfait de non? Existe un barème? Non. Non. Donc ça veut dire qu'il Il n'y a pas. Là où l'État doit agir. Agir. Voilà. C'est là que l'État doit agir, justement. Les seuls éléments sur lesquels ils sont d'accord, c'est Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc les enquêtés eux-mêmes disent que chez nous, ça ne va pas. Justement. c'est à cette conclusion-là que Oui. nous avons amener. Voilà. Voilà. Merci, professeur. bon, c'est une défense publique. Hein. On donne la parole aussi à quelqu'un qui a une question à poser. La parole s'adresse au public. Position. J'aborde aussi dans le même sens que vous pour pouvoir féliciter notre récipiendaire ici présent, M. Abedi Abdallah Assad. Vu le thème de sa soutenance, de son mémoire, je vois que c'est un thème qui a été inspiré de par son nom, Abdallah, qui veut dire fils de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est inspiré. La théorie des raisonnabilités des dépenses publiques et son impact sur la gouvernance et efficience des entreprises publiques du portefeuille de l'État en RDC. Le thème est vraiment très scientifique. Au-delà de ce thème, j'ai 2 ou 3 petites sous-questions que je vais poser à notre récipiendaire pour pouvoir avoir une certaine compréhension. Bon, normalement, on aborde 2 questions. Ça, c'est maintenant. Oui. Sans faire des commentaires. Voilà. La théorie des raisonnabilités. Est-ce que les récipiendaires ici présents peuvent nous dire comment on peut élaborer cette théorie-là de raisonnabilité? Et quid du concept raisonnabilité? Est-ce que c'est un néologisme ou c'est un barbarisme? Parce que beaucoup de communs des mortels n'arrivent pas à appréhender la raisonnabilité des dépenses publiques. Est-ce qu'il peut nous dire ce que ça va nous dire? Bon, une petite sous-question. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de pouvoir formuler cette théorie autrement? Parce que ça a une allure vraiment très philosophique que les communs des mortels ne peuvent pas arriver à appréhender. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de pouvoir formuler cette théorie autrement pour que les hommes ne puissent pas? Merci beaucoup. Ce travail a été dirigé. J'ai été encadré. J'ai remis le thème, le sujet dans tous les sens.
ils ne m'ont pas donné de reproches. Donc, je ne savais pas comment je pouvais reformuler ceci autrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Concernant les concepts raisonnabilité. Les concepts de raisonnabilité est tout simplement rare parce que l'expression a été utilisée à 29%. C'est comme aujourd'hui, on parle de la responsabilisation, alors que dans les temps, on ne parlait pas de responsabilisation, on parlait de responsabilité. Quand vous cherchez partout les mots dans le Petit Robert de 1987, vous ne trouverez pas le mot responsabilisation. Vous allez trouver le mot responsabilité. La raisonnabilité a été employée en son temps par les avocats, par les comptables. C'est un peu comme la rationalité. Aujourd'hui, c'est comme le principe comptable qui parle de principe d'intelligibilité ou de compréhensibilité. C'est la transparence, c'est la transparence. Quand on parle de raisonnabilité des dépenses, ça signifie éligibilité des dépenses. Les dépenses qui ne sont qu'éligibles, les dépenses qu'on a prévues. Si on va au-delà de ces dépenses, on parle d'inéligibilité. C'est ce que nous voulons imprimer dans le principe comptable. Je vais proposer, n'est-ce pas, qu'on considère la raisonnabilité des dépenses comme étant un principe d'intelligibilité, de compréhensibilité, pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, inéligibilité dans les dépenses. Et ça fait partie également de la stabilité de conscience de celui qui tient les livres comptables. Il faut que celui qui tienne le livre comptable ait, n'est-ce pas, la stabilité de conscience pour pouvoir les tenir correctement. Voilà. Donc c'est un mot qui, dans l'expression française, était hésité à 29% simplement. Concernant la théorie, comment elle a été élaborée, donc j'étais en train de répondre ici que cette théorie a été élaborée sur la base de conscience, mieux sur la stabilité de celle-ci. Cette théorie, ainsi élaborée, rêvait une gouvernance émaillée de résultats particuliers d'efficience, d'efficacité, de responsabilité, de transparence, intelligibilité et compréhensibilité, de rigueur et d'équité morale. Elle doit aboutir à établir l'équilibre des dépenses pour éviter que dans les entreprises, les opérations liées aux ressources matérielles et immatérielles ne s'effectuent conformément aux règles d'observance cardinale. Voilà ce que je pourrais dire à ces propos. Bien. C'est les candidats et le public de vous reposer un peu à l'extérieur pour que le jury délibère en toute liberté.
qualité des dépenses publiques et son impact sur la gouvernance efficiente des entreprises publiques du portefeuille de l'État en RDC. Promotion 2021-2022. Composition du jury. Directeur de mémoire, professeur Mokonda Bonza Florentin. Membre, professeur Séraphin Voudi Matingo. C'était Djunga Joseph Tony. Décision du jury. Le mémoire a été reçu avec grande distinction. Sincères félicitations. La cérémonie d'aujourd'hui, c'était celle de la soutenance de mon mémoire de Master 2 à l'Institut facultaire de management public et électoral. J'ai défendu le sujet intitulé « Théorie des raisonnabilités de dépenses publiques des entreprises pour des entreprises publiques du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo. C'était pour, n'est-ce pas, demander au gouvernement de pouvoir raisonner dans le sens de désigner ou de nommer une personne sans tenir compte d'appartenance politique, sans tenir compte du militantisme. En tant qu'un militant de parti politique, il fallait tenir compte, opérer un choix sur la personne qui a la conscience d'âme, qui a une certaine raisonnabilité de pensée, qui est stable de conscience. C'est cette personne et cette personne seulement qui peut, n'est-ce pas, gérer l'entreprise en optimisant, n'est-ce pas, sa gestion, son système de gestion. Vous comprenez? Donc c'est là le fond de mon thème. Merci beaucoup.